ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Aujourd'hui, à mi-parcours de mes rencontres avec des scientifiques, c'est à mon tour de faire une petite expérience. Dans cet épisode un peu spécial, je veux mettre en contact deux chercheuses en apparence très différentes. Elles ne se connaissent d'ailleurs pas. L'une étudie les glaces polaires et l'autre les habiletés auditives. Mais pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que chaque mot est important. Bienvenue dans Savoir partager, le podcast qui met la science et les scientifiques en récit. Je les accueille toutes les deux dans le studio du service communication de l'ULB. Je sens immédiatement que le courant va passer entre nous. Ça me rassure, mon expérience est en bonne voie. Première étape de mon protocole, les présentations. Bonjour, je suis Lisa Ardouin, je suis étudiante en thèse en glaciologie, c'est-à-dire que je travaille sur les glaces qui sont présentes au pôle, donc au nord et au sud de notre planète. Et j'en suis à ma 3e année de thèse, donc la fin se rapproche gentiment. Et donc moi, je m'appelle Axel Calcus et je suis chargée de cours en fac de psycho. Et donc j'ai fait ma thèse il y a bientôt 10 ans et je travaille sur la perception auditive dans l'enfance, particulièrement la perception de la parole dans le bruit. C'est un thème qui nourrit vraiment mes recherches depuis bientôt 15 ans en fait. Si je les ai réunis dans mon labo plein de micros, c'est parce qu'Axel a écrit dans la revue The Conversation et Lisa a participé au concours Ma thèse en 180 secondes. Et dans cet épisode, on va parler du langage comme vecteur de médiation scientifique. Parce que chaque mot est important, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Si vous ne connaissez pas encore The Conversation, on va réparer ça tout de suite. C'est une revue en ligne dans laquelle des scientifiques publient des articles sur des sujets d'actualité ou des enjeux de société. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Mais pendant la rédaction de ces articles, les scientifiques sont accompagnés par des journalistes qui travaillent la forme avec eux. Ils s'assurent que les articles sont accrocheurs et intelligibles pour un large public. Et les scientifiques gardent la main. C'est eux qui donnent le go pour publier. Personnellement, je n'avais jamais vu ce genre de collaboration avant. L'article d'Axel, par exemple, avait un chouette titre. De décibel en décibel, comment le bruit gêne-t-il les enfants en classe ? J'y avais pas du tout pensé, j'avais fait un titre comme un titre chiant d'article scientifique. Mais ça, c'était quand même bien pensé. Le titre, c'est une accroche et qu'il faut le rendre interpellant, en fait, pour le grand public. C'est pas mes collègues qui sont intéressés par défaut par ce que je fais. C'est le grand public et il faut tout de suite un peu plus capter l'attention. Ceci dit, je pense que c'est bénéfique pour les publications scientifiques aussi. Je suis d'accord. Qu'au final, le titre qui a été choisi, il résume ce qui va être raconté par la suite et du coup, c'est des titres qui sont souvent très pertinents. Si le message, il passe pas tout de suite dans le titre, sur le contenu de ce qui va suivre, les gens n'accrochent pas. Dans le milieu scientifique, on n'a pas ces exigences-là par rapport au titre, et donc du coup, ça donne parfois des titres à rallonge, je dirais, qui sont pas forcément très accrocheurs. Enfin, c'est mon avis, mais je sais pas ce que t'en penses. Mais je suis d'accord, je pense que parfois les scientifiques sont très prudents et donc vont choisir un titre qui est très factuel sur ce qu'ils ou elles ont voulu faire, alors que parfois on pourrait aller un petit peu plus loin peut-être, ou y a quelques titres quand même d'articles avec des jeux de mots qui sont marrants ou que les gens retiennent. Et donc, en fait, utiliser la langue et essayer d'aller au-delà d'un titre strictement factuel, ça peut être une bonne stratégie, en fait. Ça attire aussi l'attention des scientifiques. Recommandation numéro 1, un titre accrocheur qu'on s'adresse au grand public ou même aux scientifiques. Ok, c'est noté. Lisa, je vous le disais, a participé au concours Ma thèse en 180 secondes. Là aussi, si vous ne connaissez pas, je vous le pitch. Un doctorant ou une doctorante présente seul sur scène son sujet de thèse en 3 minutes top chrono et une seule dia. C'est rapide, drôle et très formatif. Le concours se déroule dans différentes universités, différents pays. Lisa, elle a fait partie des finalistes de l'ULB en 2024. Ça faisait longtemps que j'y avais pensé à ce concours, parce que déjà quand j'étais étudiante en master, j'avais vu un de mes collègues doctorants qui avait participé, j'étais là. C'est génial. Je pense qu'on peut parler de performance parce qu'il y a le côté scénique qui est aussi très important. Et on a travaillé avec une coach pour apprendre à se placer sur scène et poser des gestes sur nos mots pour appuyer nos propos. Et c'était une expérience qui était super. Donc, c'est un vrai travail de vulgarisation, de trouver le bon vocabulaire, de résumer des idées qui nous paraissent très complexes en une phrase en français sur scène. Franchement, c'était que du plaisir. Effectivement, j'ai été vraiment frappée par les mouvements que tu fais sur scène et que j'ai trouvé particulièrement appropriés et qui m'ont vraiment aidé à comprendre le message. Ça
ça donne la sensation que tu habites vraiment le texte et le thème, mais aussi ça aide et ça supporte vraiment, puis ça rend la performance dynamique et tout. C'était très très chouette, je trouvais. Merci. Tout était calculé. Le moindre geste, je connaissais tout par cœur en accord avec mon texte, parce que du coup, c'est quelque chose qu'on prépare et qu'on travaille en amont beaucoup de fois. Je pense que c'est ça que j'aime bien dans la communication. Je parle avec mes mains d'ailleurs en ce moment même. Le côté aussi physique de quand on est avec les personnes, quoi. À travers l'écrit, je pense que les messages peuvent être rendus de façon extrêmement claire. Mais à l'oral, il y a peut-être une dimension un peu plus dans l'engouement ou dans ce que renvoie la personne que je trouve aussi hyper intéressant pour accrocher les jeunes ou une audience, quelle qu'elle soit, quoi. On va revenir peut-être sur justement l'écriture du texte, puisque tout passe par là, même s'il est après destiné à l'oral. Quels sont les grands principes pour vous dans un texte à avoir en tête quand on veut s'adresser à du grand public, ou en tout cas à un public de non-scientifiques? Je pense que je travaille en fait de la même manière que quand je rédige l'introduction d'un article scientifique où il faut que j'ai déjà en tête le dernier paragraphe, le message principal, quoi, avant même de commencer à écrire les premiers mots. Donc, il faut déjà que j'y ai passé pas mal de temps et que j'ai relu des choses, etc. Mais donc, j'ai vraiment cette image d'un entonnoir en tête et tout doit conduire vers le resserrement de l'entonnoir. Et à partir de là, si je sais quel sera le message principal ou la conclusion ou peut-être la subtilité que je veux faire comprendre, enfin bref, le point, quoi, mon message principal, je sais ce que je dois amener d'abord. Et donc ça, je vais aller ensuite à rebours pour m'assurer que j'amène bien ces éléments-là. Avoir un message clair. Je sens ma minute, le saviez-vous, arriver. Techniquement, nous sommes des émetteurs qui, par le biais de nos mots, articulons un ensemble de signifiants dans un ordre précis qui sont ensuite traités par un récepteur, la personne qui nous écoute, nous lit, nous regarde. En fait, vous êtes un peu mes récepteurs et réceptrices. Définir un message clair, c'est donc, par exemple, définir ce que je veux que vous reteniez de ces 20 minutes passées ensemble. Théoriquement, ce message doit pouvoir tenir en 2 phrases. C'est l'essence même de mon exposé, quel qu'il soit. Dans cet épisode, par exemple, votre langage doit s'adapter au médium que vous utilisez et au public cible auquel vous vous adressez, car ce sont des éléments indispensables pour une médiation scientifique efficace. Tadam! Maintenant que j'ai mon message, il faut que je choisisse mon fil rouge, ce qui va articuler les éléments de mon récit et en assurer la cohérence. C'est ici qu'Axel et Lisa entrent en jeu. Et enfin, seulement, je sélectionne les informations que je vais partager, les seules informations nécessaires pour la compréhension de mon message. Pour rester dans l'exemple de cet épisode, c'est le montage qui a été réalisé en post-production, l'entonnoir dont parle Axel. Honnêtement, j'ai 3 épisodes derrière moi et pourtant, l'étape de l'entonnoir reste la plus difficile. Si vous saviez toutes les choses hyper intéressantes qui ne sont pas dans cet épisode... Mais voilà, choisir c'est renoncer, comme on dit. C'est le travail un peu d'édition. Et je sais pas comment on fait dans le cas des thèses en 180 secondes, mais ça serait très difficile pour moi. Moi, je trouve que tout est super intéressant, donc j'ai envie de tout couvrir. Et donc là, il faut vraiment que je me restreigne hyper fort et que je me limite à ce qui est pertinent, point. Et donc, j'essaye d'être intransigeante là-dessus, mais c'est une bataille parce que c'est pas mon instinct, quoi. Je pense que dans la vulgarisation, on va dévoiler qu'une toute petite partie de notre travail et que, en effet, tu l'as très bien dit, le côté message, il faut savoir où on va quand on commence une communication. Donc, dans le cadre de MT 180, mon but, c'était d'arriver à ma recherche actuelle. Mes résultats, c'était une phrase et c'était la fin de la présentation. Contrairement à un article scientifique où on va développer nos résultats et les discuter, je pense que dans la vulgarisation, les résultats ne sont qu'une toute petite partie, mais que du coup, toute l'introduction et la mise en contexte doit être super bien expliqué. Donc le processus, il est difficile. Il y a un côté maîtrise de la discipline qui est nécessaire, parce que pour rendre un message simple, il faut comprendre le big picture. Il faut comprendre dans un angle plus large le contexte de la recherche et comment nous, on s'insère là-dedans. J'ai l'impression aussi que quand on démarre une thèse, on doit vraiment se spécialiser, on doit apprendre des tonnes de trucs relativement techniques et on doit vite arriver à l'état de l'art tel qu'il est. Donc vraiment
vraiment à la pointe de la pointe des derniers résultats pour rebondir dessus. Et potentiellement, je pense que quand on fait de la vulgarisation, en fait, on prend plus du recul. Il y a cette mise en perspective-là qui est très intéressante en termes aussi d'explication de la démarche scientifique. Dire, on en est là parce qu'avant, on a essayé ça, on s'est planté, ou bien parce que ça marchait super bien, donc on a pu élaborer. Je pense que c'est un bon exercice pour ça. Et puis les bases, en fait. Je trouve qu'il y a aussi ce truc-là de vraiment partir des informations très basiques sur notre discipline. La première information que je dois donner, c'est l'Antarctique est au sud, parce qu'en fait, la confusion Arctique-Antarctique, elle est hyper commune. Et quand on discute avec les gens, ah oui, l'Antarctique, le pôle Nord, le Père Noël. Alors non, c'est de l'autre côté. Mais du coup, partir vraiment des informations les plus basiques pour ensuite construire tout le message et puis arriver à la conclusion qui, dans le cadre de MT 180, les résultats de mes recherches, je crois que c'est 3 phrases à la fin. Et c'est pas du tout instinctif quand on communique dans le milieu scientifique. Parce que du coup, entre collègues, on va aller directement sur nos disciplines, sur nos résultats. La mise en contexte, elle est beaucoup moins importante, même dans les conférences, quoi. Ce que dit Lisa me fait penser à la dernière évaluation des compétences menée par l'OCDE. Je crois que vous allez être gâtés dans cet épisode. Je vous donne 2 minutes, le saviez-vous, pour le prix d'une. La dernière évaluation des compétences menée par l'OCDE estime que 28%, donc plus d'un quart des adultes en France, affichent des compétences faibles en littératie, avec un niveau égal ou inférieur à 1. Ce qui signifie qu'ils ne peuvent comprendre que des textes courts, des phrases courtes et simples. C'est pour ça que la simplicité, c'est essentiel en médiation scientifique. Ça passe notamment par des phrases simples, sujet, verbe, complément, et surtout sans jargon. Ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand on parle de science. Tout ça pour dire que c'est très important de connaître son public, mais ça, on en a déjà parlé dans un autre épisode, et d'évaluer ce qu'il sait ou ne sait pas. Mais il n'y a pas que le choix des mots. Il y a le dilemme terrible des anglicismes. Traduire ou ne pas traduire, telle est la question. J'ai beaucoup du mal avec les anglicismes. On a des mots en anglais qui sont super chouettes pour expliquer des concepts dans ma discipline. Et du coup, quand je passe en français, je me trouve avec des mots qui sont super moches. Enfin, carotte de glace, je trouve ça un peu agressif, alors que ice core, c'est un peu plus facile à dire. Ou bedrock, et qu'on traduit en socle rocheux. Donc du coup, tous ces concepts-là, après, il faut faire le choix de soit on laisse en anglais, mais alors il faut très bien expliquer derrière ce que ça veut dire, au risque de perdre certaines personnes qui vont dire « Ouh là là, c'est l'anglais, non, moi ça, c'est pas pour moi ». Ou alors, faut passer par le français et puis essayer de trouver un peu des petites astuces pour rendre ça sympa. Mais je pense qu'il y a une des difficultés aussi, c'est que entre chercheurs, on aime bien quand même chipoter sur le vocabulaire. À fond. Du coup, parfois, il va y avoir des allers-retours nombreux entre les chercheurs qui ont rédigé un article scientifique et les personnes qui l'évaluent, qui l'expertisent et éventuellement l'éditeur qui est en charge de l'article pour ce que le commun des mortels pourrait appeler un micro-détail. Et du coup, on est un peu drillé aussi à aller au fond des choses, à utiliser tout le temps le bon vocabulaire et à ne jamais simplifier parce que sinon, ça pourrait vouloir dire quelque chose de tout à fait différent dans le domaine. Mais en fait, c'est vrai que souvent, on peut simplifier. C'est comme si c'était vraiment drillé, quoi. C'est vraiment rentré, désolé pour l'anglicisme, vraiment rentré en nous, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Après, c'est normal aussi qu'on ait un vocabulaire plus spécifique dans nos disciplines aussi. Heureusement qu'il existe ce vocabulaire, mais j'ai envie de dire, on n'a pas fait 8 ans d'études pour rien, dans le sens où ça fait aussi partie de notre formation d'apprendre à utiliser ce vocabulaire qui n'est pas accessible au grand public. Donc après, il faut trouver les astuces pour rendre notre discipline accessible au grand public en évitant des mots trop spécialisés. Et là, on commence à se creuser la tête, quoi. Et comment on y arrive, justement, puisque vous avez toutes les deux fait l'exercice, on évite les anglicismes, on évite les mots trop compliqués. Et on met quoi alors ? On choisit quoi ? Il faut le montrer à des personnes qui sont pas dans la discipline, parce que c'est eux qui vont nous dire « Ah, moi ça, j'ai pas compris ». Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup marché là-dessus pour MT 180. J'ai pris toutes les personnes qui faisaient pas de sciences dans mon entourage et je leur ai fait lire mon texte et j'étais là « Ok, qu'est-ce que tu comprends pas ?» Et comme ça, j'ai vu les vocabulaires qui étaient trop spécifiques ou les phrases qui étaient un peu mal tournées. Je suis géologue de formation, je dis toujours « Je travaille sur les cailloux ». Tout le monde comprend, quoi. Alors que bon, la géologie, c'est beaucoup plus large que ça. Mais dire voilà, je travaille sur les cailloux, après, on voit tout de suite si en face ça accroche ou pas, si on va pouvoir discuter plus ou si les gens sont pas intéressés, ce qui est complètement ok. Vraiment, je pense d'utiliser les mots du quotidien sans que ça soit rabaissant par rapport à notre discipline, bien sûr, c'est hyper important, quoi. J'ai travaillé tout ce vocabulaire-là en mode j'ai ciblé, ok, dans mon domaine, quand je parle à mes collègues, quels sont les mots que je peux pas appliquer au grand public et les bannir ou les expliquer, quoi. J'ai ma liste de mots à bannir. Il y a des mots qui sont trop compliqués, quoi. Enfin, quand je parle de glacier continental et de glace de mer, faut expliquer. Comment tu sais, ou est-ce que tu sais ce qui est complètement acquis,
Genre le terme de bactérie, c'est complètement acquis par le grand public et ce qui ne l'est pas. Peut-être qu'on ne sait pas exactement tout ce qu'est une bactérie, tout ce que ça fait, etc., mais qu'on en sait assez pour comprendre ce que ça fait. Et du coup, est-ce que tu as dû passer beaucoup de temps à déterminer ça pour chaque mot un peu technique de ta présentation ? Il y a des choses qui ont été plus faciles à faire que d'autres. Mais justement, le mot de bactérie, je crois que je l'ai changé en micro-organisme après, au cours de la deuxième prestation. Mais on n'était pas dans un besoin d'expliquer précisément ce qu'il y avait derrière ce vocabulaire bactérie. Donc, je pouvais me permettre d'être un peu plus large. L'idée, c'est, OK, il y a de la vie, quoi. Moi, je suis prof. Donc, je fais des phrases kilométriques et après, je me perds. Et après, je dois revenir en arrière puisque j'ai fait une analogie qui s'est mal passée. Enfin, donc, je dois vraiment faire très attention à ça. Mais bon, typiquement, quand on fait une intervention médiatique, c'est relativement court quand même. Ouais. Et donc, on se concentre. Et effectivement, on réfléchit au vocabulaire qui est commun et au vocabulaire dont on a absolument besoin, mais donc il va falloir expliquer. On a un peu une stratégie en tête et on s'y tient, quoi. Mais après, c'est sûr que sur un cours de 2 heures, je fais des digressions. C'est comme ça. Il y a aussi des notions qui sont parfois compliquées, qui sont celles des chiffres, des pourcentages, des statistiques, des fractions. Comment vous y arrivez ? Je pense que dans mon cas, j'ai l'avantage de travailler sur une difficulté qu'en fait tout le monde connaît, ou presque. Allez, la grande majorité des gens se sont un jour retrouvés en difficulté parce qu'il y avait trop de bruit et ont quand même des repères, même s'ils n'ont pas du tout la représentation chiffrée de ce qu'une telle situation peut représenter en termes de décibels, par exemple. Moi, je peux me raccrocher à ce qu'ils ont très probablement rencontré dans leur vie de tous les jours et essayer de partir de là. Et donc, en général, ça fonctionne pas mal. Mais alors, je sais pas comment on fait quand on est géologue. Il faut donner des comparaisons, pareil. On peut donner une donnée chiffrée, mais soit il faut la contextualiser. Donc, typiquement, actuellement, il y a 2 fois plus de CO2 que la dernière ère glaciaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui parle, ou même on peut mettre les chiffres dessus, mais juste de comparer, de donner 2 repères différents, ça aide. Et sinon, l'épaisseur de l'Antarctique, c'est à peu près 30 atomiums mis les uns sur les autres, quoi. Au lieu de dire 3000 mètres d'épaisseur, l'atomium fait à peu près 30 mètres, il me semble, de hauteur. Donc, voilà. Ah, il faut 300. Du coup, c'est 300. Mais du coup, c'est pas facile de faire les comparaisons parce que nous, on a les chiffres en tête et on sait exactement ce que ça représente. Et puis après, on essaye de donner une comparaison, sauf que c'est moins concret. Ouais, ce qui est important à retenir, c'est les ordres de grandeur. J'observe mes 2 sujets échanger sur leur pratique et je note un nouvel élément important, l'utilisation des images pour faire comprendre un ordre de grandeur ou un concept. Mais plus que ça, l'usage des situations du quotidien pour incarner un phénomène. 90 décibels, pour moi, ça veut rien dire. Par contre, un concert où je suis obligée de choisir entre ma super place au premier rang ou mes oreilles qui crient au martyr, alors là, c'est beaucoup plus parlant. Question bête, les métaphores, ça marche aussi ? Moi, j'ai déjà essayé les métaphores et parfois j'ai été surprise de ce que les gens en ont sorti. C'est très difficile d'avoir la métaphore parfaite. Donc en fait, ça n'a pas du tout aidé. Donc je m'en tiens à des comparaisons aussi. Ramener des concepts relativement abstraits à des choses que les personnes ont pu rencontrer dans leur quotidien, quoi. Ça, depuis l'année dernière, il faut que je le fasse vraiment. De me faire une boîte à outils de communication avec des métaphores, et des comparaisons et des chiffres exacts. Parce qu'au final, on intervient souvent sur les mêmes sujets. Et quand on a une phrase qui passe bien ou une façon d'expliquer qui passe bien, ouais, moi, je passe ça ma boîte à outils, quoi. Moi, donc, quand la question vient, je sais comment répondre et puis j'ai les armes, quoi. Parce qu'on peut être déstabilisé quand on nous interroge sur des trucs un peu en marge de notre sujet. On est tellement spécialisé, en tout cas en thèse, on est tellement spécialisé sur notre truc que moi, je suis vite déstabilisée quand on m'emmène sur le côté changement climatique et qu'on me demande mon avis sur la COP29, quoi. C'est vrai qu'on peut travailler son message à fond, avoir bien évalué le degré d'expertise de son public, bosser son fil rouge et rendu le tout accrocheur, mais il restera toujours un composant imprévisible dans notre protocole de médiation scientifique, la réception du public. Et le produit de cette réaction alchimique est toujours une surprise. Sur le sujet, Lisa en connaît un rayon. Une de ses vidéos sur TikTok a reçu pas mal de réactions positives. Et des négatives aussi, voire agressives. Depuis c'était l'épisode 3 ou 4, j'expliquais qu'on pouvait en tant que citoyen agir sur notre bilan carbone de par notre propre initiative et les gens n'étaient pas contents du niveau des conseils que j'ai donnés. C'est comme ça, je pense que ça fait partie du risque de quand on s'expose un peu plus aux médias et il faut le savoir. Et c'est là où je pense qu'avoir une structure, ça peut être hyper intéressant d'avoir un cadre en tout cas, parce que c'est un peu violent de se prendre des retours négatifs. Enfin, moi en plus c'était ma première expérience un peu sur ces sujets-là. Ah oui, rendre son discours public, c'est en effet s'ouvrir à la critique. Et quand on parle de réseaux sociaux, tout est exacerbé. C'est le moment où je prends une seconde pour vous rappeler qu'on est là pour ça,
pour vous offrir un cadre et un soutien dans vos communications. Alors si vous êtes chercheur ou chercheuse à l'ULB, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer un email, vous venez frapper à notre porte, on est dans le bâtiment JE52 sur le campus du Solbosch, ou simplement vous nous appelez. Promis, on vous répondra. Pour en revenir à la mésaventure de Lisa, elle me rappelle une interview que j'avais lue d'un professeur de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, Bernard Skill. Il expliquait que la médiation scientifique, c'était dialoguer avec des publics qui à la fois adhèrent à la science et en sont critiques. Adhésion, critique, c'est important de garder en tête cette ambivalence du public. J'avais une dernière question à leur poser pour clore ma petite expérience. Une question un peu rentre-dedans, j'avoue. À force de simplifier, de faire des choix, de jouer avec des entonnoirs, de faire des comparaisons et d'entasser des atomiums, est-ce qu'on ne dénature pas la science elle-même ? Non, je pense pas. C'est là où est toute la subtilité de la vulgarisation, c'est que l'intégrité scientifique doit pas être attaquée par le fait qu'on utilise un vocabulaire simple. Et ça, c'est là le plus gros du travail. Mais je pense pas qu'on dénature, effectivement, je suis complètement d'accord. A fortiori, parce que je pense que l'enjeu de la science, c'est de contribuer à la société. Et donc, si un maximum de personnes peuvent comprendre même de manière simplifiée certains concepts, on a gagné, en fait. Après, j'entends aussi que c'est pas pour tout le monde. Enfin, je suis pas non plus étonnée qu'il y ait certains chercheurs qui ne s'orientent pas vers ce genre de communication. Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, si on est plusieurs dans une équipe, ça peut être aussi le but. Et je pense que ce serait d'ailleurs très très chouette qu'il y ait plus d'encouragement à la communication dans certains domaines, parce que on travaille toujours en groupe. Donc, s'il y en a un que ça amuse un peu plus de faire de la communication ou qui arrive à expliquer les messages simplement, ça devrait être encouragé, quoi. J'aime bien cette idée que les scientifiques ne sont pas obligés de se transformer en parfaits communicants. On pourrait miser sur les compétences de chacun pour former une équipe de choc, depuis la construction des savoirs jusqu'à leur médiatisation. Mais surtout, votre langage doit s'adapter au médium que vous utilisez et au public cible auquel vous vous adressez, car ce sont les éléments indispensables pour une médiation scientifique efficace. Tadam! Vous venez d'écouter l'épisode 4 de Savoir partager, un podcast de l'ULB disponible dans toutes les applications podcast. Et si vous souhaitez découvrir le guide pratique, je vous invite à consulter le site web des éditions de l'Université de Bruxelles ou à m'envoyer un email à l'adresse com.recherche@ulb.be. ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles.